Si ça fait 0, t'as gagné. Si ça baisse jusqu'à X, dans bien souvent des cas, tu peux gagner. Et si ça baisse jusqu'à Y, qui est encore plus bas, tu perds rien. Je pense que si l'histoire était à réécrire, un Lehman Brothers, ça n'arriverait plus. Je pense que si les Américains pouvaient revenir en 2008, ils auraient sauvé Lehman. Si vous pensez que le marché est bas et que c'est un bon point d'entrée, dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, visez une structure dynamique. Un truc qui est vraiment important, et c'est une erreur qu'on voit souvent de la part des investisseurs, c'est de... Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Arnaud. Salut Philippe. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour un podcast, un échange qu'on va avoir autour des produits structurés. Donc je vous présente Arnaud Hénin, fondateur de Summit Capital, société qui va avoir 4 ans en mai. Arnaud, bonjour. Merci déjà d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'une classe d'actifs qui va être une classe d'actifs qui est quand même particulière, on y reviendra. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours, déjà dans un premier temps, pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Donc moi, Arnaud Hénin, j'ai un parcours assez classique d'école de commerce après une classe préparatoire. Et puis après, j'ai travaillé pendant une grosse dizaine d'années pour Société Générale. D'accord. Qui avait une équipe dédiée en fait sur les structurés pour les CGP, qui s'appelait Adequity, où j'ai travaillé jusqu'en 2021. Et sur les 3 dernières années de mon parcours là-bas, j'étais le patron de l'équipe. 1 an et demi en binôme avec quelqu'un qui s'appelait Valentin Beaucret, qui est parti en 2019, lui, et qui a créé une structure qui s'appelle Finaval Conseil, qui est un courtier également en produits structurés. Et puis en 2021, en fait, quand j'ai eu moi aussi des velléités pour quitter les rouges et noirs, j'avais envie de travailler, d'être indépendant, mais pas travailler tout seul. Okay. Et comme Valentin était un bon camarade, on a cherché des moyens de travailler ensemble. Et donc j'ai créé Summit Capital, qui est une structure indépendante, mais qui appartient au groupement Finaval Conseil. Donc aujourd'hui, je leur délègue un certain nombre de tâches, mais toute notre offre, elle est mutualisée et on partage des locaux communs actuellement. Okay, donc, en gros, avant, tu travaillais pour une seule banque d'investissement, l'ASG. Ouais. Maintenant, tu es broker, c'est ça? Exactement. Maintenant, je suis broker, c'est le terme anglais, donc courtier pour ceux qui parlent un peu moins l'anglais. Effectivement, avant, je travaillais pour une seule banque. Aujourd'hui, on est branché avec une vingtaine d'émetteurs français et internationaux. Okay. Et d'ailleurs, c'est un truc assez intéressant, c'est que quand on commence le métier de broker, quand je me suis lancé, on se rend compte que quand on travaille dans une banque, on a un peu des œillères. En fait, on pousse un peu les produits là où nous, on est fort. Et en fait, quand on met en concurrence les banques, on se rend compte qu'il y a une vraie différence de pricing, de prix, de compétitivité entre les différents émetteurs et une différence d'idées. C'est-à-dire qu'une banque va être très forte sur un secteur, une autre sur un autre. Et aujourd'hui, avec ces 19 partenaires, on a quand même beaucoup de cordes à notre arc. Donc en gros, avant, tu étais entre mes mono-émetteurs. Exactement. Voilà. Et maintenant, tu peux travailler avec plein d'émetteurs différents, avec plein de typologies de produits différents et aller chercher un peu les forces et faiblesses de toutes les banques de la place. Quoi. Et puis la mise en concurrence, on s'assure d'avoir le meilleur prix pour nos clients. Ouais, ça, c'est quand même très intéressant, très cool. Enfin, c'est vrai que pour construire une offre, construire un produit... peu le parallèle avec le courtage crédit, tu vois, sur l'agressivité. Okay. Bon, peut-être on y reviendra. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené un peu à rentrer dans cette classe d'actifs pour les structurer? C'est volontaire ou pas? Non, c'est un peu l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Moi, en fait, j'ai fait un stage de 6 mois en audit quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, qui m'a pas plu plus que ça. D'accord. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer un stage à la Générale sur les produits structurés, qui m'a plu, qui s'est plutôt bien passé. Et à l'issue de mon cursus, en fait, on m'a proposé un poste là-bas, exactement. À l'époque, je travaillais sur un autre marché, qui était la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Okay. Et après 18 mois sur ce marché-là, il y avait un poste qui se libérait pour être sales, donc commercial, entre guillemets, d'une salle de marché sur cette classe d'actifs-là. Et j'ai commencé en fait comme ça. Et on va dire que c'est aussi un peu une sorte un peu de chance, j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que peut-être qu'on y reviendra, mais c'est vrai que le structuré aujourd'hui a vraiment le vent en poupe. Et par rapport au moment où j'ai commencé en 2012 et aujourd'hui, les volumes ont explosé. Ouais, c'est clair. Et c'est devenu une classe d'actifs prépondérante pour vos clients, je pense. Donc, Dans une allocation patrimoniale, c'est vrai que aujourd'hui, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, on va parler de produits actions, on va parler de produits obligations, on va parler de fonds euros, mais dans la gestion globale d'un contrat d'assurance vie ou d'autres supports, peu importe, en matière de trésor d'entreprise, il y a vraiment une typologie de produits extrêmement différente. Donc voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une allocation d'actifs patrimoniale, avoir 10, 15, peut-être 20% de produits structurés, ça reste une classe d'actifs à part entière. Ouais. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Ouais, puis c'est assez décorrélant du marché, on pourra peut-être y revenir. Mais dans la construction, on va rentrer dans le détail pour nos auditeurs. Comment ça fonctionne? Alors déjà, question, est-ce qu'il y a
Est-ce qu'on parle de un produit structuré ou des produits structurés? Bon, il y a plusieurs typologies. Ouais. Simplement, déjà, pourquoi structuré? Ça veut dire quoi, produit structuré? Alors, un produit structuré, c'est un produit qui est structuré de plusieurs pièces, de plusieurs morceaux, un peu comme un puzzle, comme un Lego. D'accord. Il y a une partie obligataire et une partie optionnelle, donc de produits dérivés qui sont des produits de bourse. Et une définition simple que moi j'aime bien donner sur le structuré, c'est de dire que c'est un contrat. C'est-à-dire que quand le client il souscrit un structuré, il connaît dès le départ les tenants et les aboutissants du produit, à savoir sur quel indice ou quelle action je suis indexé, combien de temps mon produit va durer au maximum, quel est mon rendement cible et quel est mon risque en capital. Voilà. Il n'y a pas d'aléa là-dessus, c'est vraiment lisible. Une formule exactement qui est exposée dès le départ. Okay. C'est ça ce qu'on appelle un produit structuré, c'est un contrat. Mais c'est marrant parce que je le dis souvent aussi à nos clients. Ouais, c'est une formule qui est contractuelle. Bien sûr. Qui est contractuelle. Et après, pour répondre à ta question sur un ou des structurés, c'est vrai que le structuré, c'est une pâte à modeler. Hein. On fait à peu près ce qu'on veut. On peut structurer sur n'importe quelle classe d'actifs. Donc les actions, les indices, les taux, les devises, les matières premières. Donc en fait, il n'y a pas un produit structuré, mais il y a quasiment autant de produits structurés que de profils d'investisseurs. Ah oui, parce qu'après, on peut aussi créer son propre produit structuré en fonction des montants, bien entendu, etc. Exactement. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu dans le fonctionnement de composantes obligataires, de composantes optionnelles. Bon, sans rentrer vraiment dans le détail, comment ces deux composantes-là s'harmonisent et fonctionnent pour former le produit? Ouais, bah en fait, donc on l'a dit, il y a deux principales briques, donc là une partie obligataire et une partie optionnelle. La partie obligataire, on va dire que c'est la partie qui va permettre de sécuriser le capital du client. D'accord. C'est une partie dans laquelle votre client il va investir un montant X qui va rembourser 100 € ou 100% à la fin du produit. Et avec le delta entre ces 100 € et ce que ça vaut aujourd'hui, on va investir dans des options qui vont permettre de financer des coupons, des protections de capital, toutes sortes d'options, j'ai envie de dire, qu'on peut assortir du produit. Ok. Si tu devais illustrer un produit, pour nos auditeurs, un produit classique que tu peux t'amener à structurer, du coup, pour nous, par exemple, ça serait quoi comme typologie de produit? Si on reste sur des produits simples, on peut imaginer par exemple un produit qui dure maximum 10 ans. D'accord. Qui est indexé à un indice large européen, on va dire par un exemple simple, qui a un rendement cible de 8% par an. Ok. D'accord. Donc, ce qui est pas mal. Enfin, ce qui est pas mal, mais ce qui est plutôt dans la moyenne de ce qu'on fait sur les produits sur indice, qui va avoir une observation, admettons, trimestrielle. D'accord. Et donc, ce produit-là et une protection, par exemple, du capital au terme jusqu'à une baisse de 50% de l'indice. Ce produit-là, il va fonctionner de la manière suivante. On va se dire, bah tiens, j'observe le niveau de mon indice aujourd'hui. Okay. Je me donne rendez-vous dans un an et après tous les trimestres. Et j'observe le niveau de mon indice par rapport au point de départ. Si l'indice a progressé, le produit va s'arrêter et vous allez être remboursé de votre capital et de l'ensemble des coupons qui ont été accumulés, à savoir 2% par trimestre. Donc par exemple, si on sort dès la première année, ça fait un coupon de 8, exactement. Le produit peut durer, peut être remboursé chaque trimestre. Et s'il dure 10 ans, on a 3 cas de figure. Le premier, l'indice a progressé par rapport au point de départ, on va récupérer le capital et tous les coupons, donc 80% de rentabilité. Ouais. Un deuxième cas, si l'indice est baissier, par exemple, une baisse de jusqu'à 50%, on récupère le capital. D'accord. Donc là, on commence à toucher un peu du doigt le côté asymétrique du structuré. Bien sûr. Même si le marché est baissier, ici, dans mon exemple, on gagne rien, mais on perd rien. On perd rien, bien sûr. Et au-delà de moins 50, une perte en capital, comme si vous aviez acheté l'indice en direct. Exactement. C'est vrai, il y a un mot qui était très important dans ce que tu viens de dire, c'est la notion de risque asymétrique. C'est vrai que les produits structurés restent une classe d'actifs très intéressante justement pour ça, parce que contrairement à un produit action classique ou une reproduction d'indice ou X ou Y, où on a un risque symétrique, là on a un risque asymétrique parce qu'on va avoir une protection en capital jusqu'à une certaine limite et au final un plafonnement quand même du gain. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que là, tu nous dis, OK, moi j'ai un risque qui est asymétrique, donc avec une belle protection en capital. En contrepartie, j'ai quand même potentiellement des coupons de 8%. Ça reste intéressant. Oui, et surtout, en fait, le structuré, là où je le trouve intéressant dans une allocation, c'est qu'il répond à une anticipation de marché qui est un peu différente d'un fonds classique. Où généralement, quand on fait un produit action, un produit d'investissement, on va espérer la hausse de mon portefeuille d'actions qui compose mon fonds. Le structuré, il permet de répondre à beaucoup plus de scénarios de marché, la hausse de marché, la stabilité, voire la baisse. Exactement. Okay. Donc même si le marché fait 0 sur 1, 2, 3, 4 ans,
je vais générer du rendement, ce qui est quand même assez rare dans les produits d'investissement. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que les produits structurés, si le marché monte, et au final, même si le marché monte beaucoup, le produit structuré ne va pas être intéressant, parce qu'en fait, tu plafonnes ton gain. Parce que tu es capable ton gain, Exactement. Si tu as un marché en U, les produits structurés sont top, parce qu'au final, entre un marché action où tu rentres à un point 100, le marché se casse la gueule, il remonte à un point 100, au final, tu n'as rien gagné. Tu as juste perdu du temps. Alors que là, ton structuré va te permettre de déboucler positivement, moyennant, d'après ton exemple, un coupon. De 8% par an. Ça, c'est exactement. Dingue. Et après, tu as effectivement des produits avec des airbags, notamment, ou même si le marché, entre guillemets, se casse la gueule un peu, tu as quand même une garantie, d'ailleurs, des coupons, du rendement, si le marché te dégringole, tout à fait, dans une certaine limite. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, comment on arrive à construire des produits, justement, où même si le marché se casse la gueule, nos clients peuvent gagner de l'argent? Alors, je réponds en 2 temps. Donc, déjà, effectivement, pour répondre à un marché baissier, on a 2 types de produits. Soit dans mon exemple initial où on avait du 8% à la hausse, on va être capable effectivement de mettre ce que tu appelais un airbag qui va dire, bah tiens, à terme, même s'il y a une baisse de 50%, je te paye tout ou partie des coupons. Donc, parfois c'est 100% des coupons, parfois c'est la moitié, parfois c'est un tiers, mais bon, encore une fois, il y a autant de formules que d'investisseurs. Soit on va être capable de faire des produits qui chaque trimestre, dans une baisse limitée de 25, 30, 40%, vont te verser un coupon. Même dans la baisse. Donc ça, pour des clients qui ont besoin de revenus en cours de vie, ça peut aussi faire du sens, parce que même si le marché est baissier, le client va encaisser de la prime. Ensuite, pour répondre à ta question de comment on structure ça, les coupons, c'est structuré grâce à des options. On a un peu évoqué ça au départ. Et en l'occurrence, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique, mais c'est pour donner un vrai nom, c'est une option qu'on appelle binaire ou digital. C'est assez simple à comprendre. C'est une option, donc un produit financier pour lequel je paie une prime, un certain montant, et qui dit, bah tiens, si une condition est remplie, j'existe et que je m'active et je vois un certain montant. Donc dans mon exemple initial, j'ai en année 1 une première option binaire ou digitale qui dit, bah tiens, si l'indice est positif, je m'active et je vaux 8. Sinon, je vaux 0. Trimestre suivant, je m'active et je vaux 10. Sinon, je vaux 0, etc., etc. Donc en fait, on va avoir une somme d'options comme ça dans le produit qui vont permettre de toucher nos coupons. Tu es en train de me dire qu'en fait, il y a autant d'options que de dates de rappel possibles. Exactement. Chaque coupon, c'est une option. Parce qu'en fait, on a plein de rappels possibles. Tu as des produits. Alors, avant, il y avait beaucoup de produits annuels. Oui. Maintenant, il y en a moins, mais bien sûr, il y en a toujours. Plus, Maintenant, on a du semestriel, on voit du trimestriel et on voit du quotidien. C'est-à-dire qu'un produit quotidien, d'après ce que tu me dis là, en gros, il peut avoir une option par jour sur 10 ans. Exactement. Ou alors, elle va avoir en fait, il y a deux. Soit on a une option par jour, soit on a une option qu'on appelle américaine, en fait, qui est observable à tout moment. Voilà. Donc, qui est observable à tout moment, à tout instant, dans la durée de vie du produit. Non, mais c'est quand même super sympa de voir des produits qui peuvent être construits comme ça. Là, on a un peu touché du doigt ça. Sur les rappels annuels, on en voit quasiment moins, voire plus du tout. Comment ça a évolué depuis que tu es rentré dans le monde des produits structurés globalement? Parce que ça fait à peu près 15 ans que je suis dans le métier. Les clients qui étaient investis il y a 15 ans en produits structurés nous disent c'est super compliqué. Avant, il y avait des paniers d'actions. Il fallait que ce soit la meilleure action du machin, du truc. Et honnêtement, c'était galère en termes de suivi. Bien sûr. Maintenant, c'est quand même la réglementation, les autorités sont passées par là. C'est des produits qui sont plus lisibles. On parle d'indices sous-jacents parce que là, on en a parlé vraiment de fonctionnement. Après, ce qu'on va regarder, c'est comment justement est structuré, avec quel indice. C'est quoi un peu ta vision de l'évolution globale des produits structurés? Oui, effectivement, tu mets le doigt sur un truc, c'est que depuis 2012, en fait, le marché il est devenu très normé notamment par l'AMF, qui impose un certain nombre de règles avec un nombre de mécanismes dans le produit maximum. L'obligation de fournir une brochure. C'est quoi un mécanisme Par exemple, un coupon, c'est un mécanisme. D'accord. La protection du capital, c'est un mécanisme. D'accord. Un airbag que tu as évoqué au début, c'est un mécanisme. Voilà. On est limité dans ce nombre de mécanismes pour pas qu'il y ait trop de complexité. On est obligé de fournir une brochure qui se veut claire et sincère, qui est revue par l'AMF, donc qui représente aussi bien les gains que les risques sur le produit. Et effectivement, tout ce qui était panier, on prenait à l'époque les X plus mauvaises d'un panier, tout ça, c'est aujourd'hui prohibé. Et si je dirais, pour répondre à ta question sur comment est-ce que ça a évolué, je trouve que quand j'ai commencé, on était effectivement sur des produits annuels, généralement avec de forts coupons pour attirer le client. Et aujourd'hui, le paradigme il a un peu changé dans le sens où les clients ils veulent surtout augmenter leur probabilité d'être remboursés vite, toucher leur rendement. Donc on est passé de produits annuels à des produits, comme tu disais, semestres, voire même plutôt aujourd'hui trimestre et mensuel. Bien sûr. Et on a ajouté des
mécanismes pour rendre les produits encore plus facilement remboursables. Je te donne un exemple. Si je reprends mon exemple de base, je te disais, bah tiens, tous les trimestres, si je suis positif, je te rembourse avec ton coupon de 2% par trimestre, donc 8% par an. Aujourd'hui, on a des produits qui disent, bah tiens, ton seuil de remboursement, il faut plus être positif ou nul. Ouais. Voilà, ça baisse tous les trimestres. On va te la baisser de 1% par trimestre, par exemple. Donc plus le temps passe, plus ta probabilité et plus ta chance d'être remboursé, elle va augmenter. Ça, c'est un type de mécanisme qu'on peut mettre en place. Ça s'appelle barrière dégressive. Barrière dégressive. Un autre truc qu'on aime bien faire, généralement, les produits que vous proposez, c'est généralement dans l'assurance vie. Bien sûr. Et la contrainte de la souscription de l'assurance vie, c'est que c'est un temps assez long par rapport à un temps de marché. Donc on crée le produit tous les deux aujourd'hui. Parce qu'il faut le référencer chez l'assureur. Il faut le référencer chez l'assureur. Tu vas le commercialiser pendant 2 mois, 3 mois à tes clients. Et en fait, entre aujourd'hui où l'indice, si je parle en bas 100, vaut 100, et demain où l'indice peut valoir 120, tu peux avoir des investisseurs qui vont dire, bah attends, aujourd'hui mon investissement il est vachement moins intéressant qu'il y a 3 mois parce que ça a pris 20% et j'en ai pas bénéficié. Ça, c'est ce qu'on appelle le strike. Le strike, point de départ exactement, le point de départ du produit. Donc nous, ce qu'on arrive à mettre en place, c'est de dire, bah tiens, je vais te prendre non pas une date dans 3 mois, mais je vais t'en prendre par exemple une tous les mois ou une tous les 15 jours. Et on va faire la moyenne. Ouais, voire mieux, on va prendre le plus bas. Voilà. C'est dingue ça. Voilà. Donc tu prends le point d'entrée le plus bas. Donc c'est pas aussi beau que si tu prenais tous les jours. Néanmoins, sur une période longue, quand tu arrives à fixer tous les 15 jours, tous les mois, il va bouger. Enfin, après, il va vibrer. Tu peux dire que tu peux capter un moment intéressant et ton client, il aura quand même un point d'entrée attractif. Et surtout, je trouve que ce mécanisme-là, il est intéressant à 2 titres. Le premier, c'est que si ça monte fort, ton investisseur, il a déjà de l'avance sur son produit par rapport à ton strike. Parce que c'est de toute façon le point le plus bas, donc si ça monte, bah, il l'a pris. Exactement. Et si ça baisse, en fait, il doit conquérir un bon point d'entrée. Donc c'est un peu un mécanisme win-win qu'on aime vraiment beaucoup mettre dans nos produits. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant ça comme solution. Ouais. Comme solution. Eh ben, écoute, merci pour ce petit point. Donc ça, c'était par rapport à l'évolution des produits. Donc aujourd'hui, beaucoup plus lisible, enfin en tout cas... plus lisible, plus de fréquences, plus de rappels dégressifs, plus d'optimisation de ton strike, de ton point d'entrée. Voilà, on essaie vraiment au-delà du rendement, de se dire je maximise mes chances que le produit fonctionne. Là, les produits qu'on a évoqués, c'est les produits autocall. Oui. Rapidement, il y a quoi comme typologie de produits structurés? Alors le problème, c'est que le structuré... déjà, ça dépend du sous-jacent. Non? Ouais. Ça va dépendre si on va parler de produits de taux, si on va parler de produits actions, si on va parler de produits indiciels. Mais rapidement sur les grandes typologies, les grandes familles. Ouais, alors effectivement, tu as donc le produit le plus connu, c'est celui que tu appelais l'autocall, qui est autocall pour auto-callable, qui en anglais veut dire rappeler automatiquement, qui peut se rembourser si une condition est remplie. Donc ça, c'est un grand type de produit. Ensuite, on avait à l'époque, quand les premiers produits ont commencé, on avait 2 grandes familles qui étaient soit des produits dits de participation, où je te disais, bah tiens, le produit dure 5 ans, et à l'échéance de 5 ans, tu es capital garanti, donc il n'y a pas d'action capital, et je te paye la performance d'un indice X ou Y. Donc tu prenais la hausse de l'indice, et si l'indice était baissier, bah, tu récupérais juste ton capital et il ne se passait rien. Ça, c'était une famille. On ne voit plus trop quand même des produits comme ça maintenant. Non, on n'en voit plus trop, ça se vend moins bien, c'est des horizons d'investissement qui sont longs. Et dans ce cas-là, tu es presque mieux à acheter l'indice en direct via un ETF pour le coup. Bien sûr. Donc on avait ça. Après, on avait ce qu'on appelait des reverse convertibles. Donc ça, c'est encore un peu un gros mot, mais c'était des produits assez simples qui te disaient tous les ans ou tous les semestres, tu as un coupon qui est garanti. Tu le touches tous les ans. Il n'y a pas de délai sur le coupon. Et tu as uniquement un risque sur ton capital à terme. Avec, comme sur les produits auto-callable qu'on connaît, en disant bah tiens, t'en es où par rapport au niveau de départ? Voilà, par rapport au point de départ, tu es protégé à moins 50 sur l'Eurostoxx. Si tu es au-dessus, tu récupères tes billes, sinon tu prends 1 pour 1 la perte. Sachant que dans ces formules-là, ce qui est quand même pas mal, c'est que la somme des coupons que tu as encaissés va venir mitiger, même si tu as un peu de casse à la baisse. Oui, bien sûr. Voilà, et après, une dernière famille peut-être qu'on peut évoquer, c'était des produits qu'on appelait des produits de crédit, qui sont moins vendus à votre clientèle, plus des clients professionnels au sens du régulateur, qui sont des produits qui visent à répliquer un produit obligataire, mais via des produits dérivés. Donc tu vois, un client, un investisseur, il peut acheter une obligation, je dis n'importe quoi, sur Crédit Agricole. Aujourd'hui, moi, je peux te répliquer à peu près cette solution-là en disant, bah tiens, tu prends un risque sur le nom Crédit Agricole, je vais te payer un coupon qui généralement sera supérieur à l'obligation. Pourquoi? Parce que tu vas supporter un double risque. Le créateur du produit, l'émetteur du produit, plus et l'émetteur de l'obligation. L'entité de... Voilà, exactement. Donc ça, on en voit un peu, mais plutôt pour des clients professionnels. Sur la notion
du panel des produits structurés. On va rentrer un petit peu dans la notion des sous-jacents. Avant, il y avait des sous-jacents actions classiques. Ouais. Maintenant, on a vu pas mal de sous-jacents, de nouveaux sous-jacents arriver. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y en a quand même de plus en plus. Des indices qui sont propriétaires parfois. Ouais, synthétiques, ouais. Synthétiques. Il y a des... Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça et comment ça a évolué aussi? Ouais, alors ça, c'est un sujet que je connais bien parce que c'est mon ancienne maison qui a créé ces indices-là. La Générale, on était très friands de ces produits-là et c'était nous en 2015 qui avons inventé C'était quoi le tout premier indice synthétique? Euro e-Stocks. Ah oui, c'est vrai. Un Eurostox avec un dividende fixe de 50 points. Okay. Je pense que c'est assez compliqué pour les auditeurs, mais sans rentrer trop dans les détails pour qu'ils essayent de comprendre, aujourd'hui, il y a un panel d'indices ou d'actions qui ont été créés et qui disent, bah tiens, je te réplique l'Eurostox 50 par exemple. Okay. Donc les 50 plus grosses capitalisations européennes. Voilà, avec la même pondération. Okay. D'accord, donc c'est le même indice. Comme l'indice. Comme l'indice. La différence, c'est que tous les ans, je vais te prélever 50 points d'indice forfaitaire de dividendes et je vais réinvestir les dividendes réels. Les dividendes réels. Okay. D'accord, donc quand tu regardes et que tu fais un peu cette gymnastique, généralement, ce que tu prélèves par rapport à ce que tu réinvestis, c'est plutôt défavorable. C'est-à-dire que ton indice synthétique que tu viens de créer, il se comporte un peu moins bien que l'indice réel. Oui. En revanche, en structuration de produits... L'indice réel n'est pas dividende réinvesti. Non, exactement. C'est ça. Okay. En revanche, en structuration, quand tu crées le produit, tu as un gain substantiel que tu vas pouvoir venir investir dans ta formule. Et donc, à indice synthétique contre indice classique, tu vas être, je te donne un exemple, dans un cas, indice classique, protection, par exemple, à moins 30% au terme, coupon de 8. Sur l'indice synthétique, tu auras une protection à moins 60 et un coupon de 10, par exemple. D'accord. Donc, en fait, si tu réinvestis le gain dans ta formule, c'est des indices qui font vraiment du sens. Et alors, pourquoi est-ce que les banques ont fait ça sans avoir un discours trop compliqué? En fait, quand on crée un produit, quand une banque crée un produit, le trader de la banque, pour couvrir ses risques, il va acheter l'indice sur lequel tu vas structurer ton produit. Donc, dans mon exemple de l'Eurostox, il va acheter X fois l'Eurostox. D'accord. Et comme il a acheté l'Eurostox, mon trader, il a le droit d'encaisser les dividendes, comme n'importe quel détenteur d'une action. Bien sûr. Et ces dividendes, ils rentrent en compte quand on crée ton produit. Donc, plus tu as de div, plus tu as de ressources pour créer ton produit. Le problème, c'est que mon trader dans la banque, il ne sait pas combien l'Eurostox va payer de dividendes dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, etc., etc., etc. Donc, ce que faisait mon trader à l'époque, c'est qu'il disait, tiens, je vais trouver une contrepartie dans le marché et je vais faire un échange avec cette contrepartie. Et je vais dire, tiens, combien tu me donnes tout de suite maintenant, tu me fais une avance et moi, je vais te payer les dividendes au fil de l'eau. Ça a très bien marché pendant 10-15 ans, mais les volumes ont tellement explosé sur les structurés que tout le monde voulait faire des échanges. Et forcément, les dividendes qui étaient encaissés par la banque ont été rabotés, et on avait du mal à faire des formules attractives pour nos clients. D'accord. D'où le dividende fixe qui ont été créés sur ces indices. Pour reprendre ton exemple, tu as l'Eurostox 50, il évolue comme il évolue, ok. L'E-Stoxx 50, c'était ça, avec un dividende fixe en points. Oui. Et après, quand on regarde, il y a eu des dividendes fixes en points, il y a eu des dividendes fixes en pourcentage. Ouais. Pour le coup, c'est vrai que les dividendes fixes en points, si l'indice se casse la gueule, entre guillemets, c'est quand même un peu tendu parce que ça va assez fortement tendre le niveau du sous-jacent. Contrairement à un dividende en points, où là, ça reste un pourcentage sur une valeur. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels je me rappelle à l'époque, on était quand même assez attentifs. Ouais, tout à fait. Après, c'est sûr que... Mais ça a commencé en points et après, c'est parti en forfait. Ouais, chaque indice, il faut bien étudier. Enfin, nous, en tout cas chez Summit Capital et chez Finaval, on s'attache vraiment à étudier les indices, à étudier le poids que représentent les dividendes pour être certain que nos investisseurs, ils ont un indice dans lequel il n'y a pas trop d'écart. Tu vois, on va pas... Moi, si je vois un indice où je te dis, tiens, je te prélève tous les ans 50 points et je te réinvestis 5 points, je ne vais même pas te le proposer, par exemple. Tu as raison de dire que les 50 points en relatif, quand ça baisse, ils pèsent plus lourd, mais c'est également vrai sur ce que tu vas réinvestir. Tu vois, le montant réinvesti aussi en relatif va aussi augmenter. Donc, oui, tu as un côté un peu accélérateur à la baisse et décélérateur à la hausse. Néanmoins, d'un point de vue économique, tu vois, t'arrivais à construire des produits qui tenaient vraiment la route. route. Et surtout un dividende en pourcent n'a aucune, enfin ça n'a pas de rationnel économique. Tu vois, une boîte, elle paye jamais un pourcentage d'un truc, elle paye un montant en euros. Fixe. Voilà. Donc c'est pour ça que tous nos produits, enfin en tout cas nous chez Summit et Finaval, on fait quasiment que du point. D'accord. Ou du dividende précis quand on fait sur une action. Oui, sur les single stock, bien sûr. Parce que en fait, ça n'a pas de réalité économique de faire du pourcent. Ok. Tu vois.
Ok. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est complexe, cet environnement et cette compréhension. On voit, et pendant très longtemps, on s'était dit d'ailleurs, on voit que des indices européens. Maintenant, on commence à voir un peu des indices transatlantiques avec un peu d'action américaine. Il y a quand même pas mal d'indices qui se sont créés avec un peu de techno. Ça a beaucoup changé sur les 2-3 dernières années. Ouais, c'est sûr. Au début, c'était très indice large, comme tu disais, européen. Après, il y a eu toute une mode, et nous, on est assez friands de ça, d'indices sectoriels. Ah oui. Tu vois, indice bancaire, indice sur le secteur de l'énergie, indice sur le secteur de l'auto. Et après, dans ces trucs sectoriels, nous, on est assez vigilants, parce que pour les raisons qu'on a évoquées il y a 2 minutes, tu as des boîtes qui structurellement payent très peu de dividendes. Je te prends un exemple, la technologie ou la pharmacie par exemple, ça ne paye pas beaucoup de div. Donc nous, ces indices-là, en synthétique, on évite de les proposer. Okay. Les transatlantiques, dont tu parlais, donc transatlantique c'est quoi? C'est que tu as un bout européen, un bout US. C'est correct, mais si tu vas sur du 100% américain en dividende fixe, bah, ça ne paye pas assez de dividendes. Tu vois, en fait, le transatlantique, c'est la partie européenne va te permettre d'avoir un bon indice robuste. En revanche, si tu fais un truc pur US, tu vas bien regarder dans le détail. Plus l'évolution du marché. Exactement. que du dividende versé. Quoi. Exactement. Et donc on est un peu plus vigilant là-dessus. Bon, c'est très cool. Depuis le début de nos échanges, tu me dis, il y a des mécanismes 3, 4, 5 mécanismes. On parle d'indices sous-jacents, on parle de garantie en capital, etc. Ça fait beaucoup de choses et on comprend mieux en fait l'expression produit structuré. Parce qu'au final, c'est une structure, c'est un contrat avec pas mal d'indicateurs. Nous, des questions qu'on voit souvent de nos clients, c'est en fait, on rentre à un moment et puis le produit sort en fonction du cahier des charges. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est un petit peu ce qu'on disait, le contrat en fait, tout simplement. Mais entre-temps, il y a quand même une valeur de ce produit-là, ce qu'on appelle la valeur liquidative. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que ça n'est pas toujours facile à identifier. Si on ne sait pas, on ne comprend pas, parce que des fois, le marché va monter, le produit ne va pas monter autant, et vice-versa. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution d'un produit structuré en cours de vie ? Oui, effectivement, c'est peut-être le principal écueil sur cette classe d'actifs, c'est de suivre sa VL et de la comprendre. C'est surtout important de comprendre ça, en fait, de se dire, OK, on rentre, et après, ça sortira tout seul, et entre-temps, ça va avoir sa propre vie. Déjà, je pense un truc qui est vraiment important, et c'est une erreur qu'on voit souvent de la part des investisseurs, c'est de confondre la valeur liquidative du produit, ce que vous voyez sur votre contrat, et la performance du sous-jacent sur lequel est structuré le produit. Je reprends mon exemple d'un produit sur l'Eurostoxx 50. Admettons que l'Eurostoxx 50 ait fait moins 10%, si et la VL, par exemple, peut être à n'importe quoi, moins 15%. D'accord ? Mais à la fin, ce qui nous intéresse, c'est quand même, est-ce que l'Eurostoxx est au-dessus de ma protection de capital ? Bien sûr. Est-ce que j'ai encore une probabilité d'être rappelé, etc. Donc ça, c'est le premier point, à mon avis, qu'il faut rappeler, c'est de ne pas mélanger les deux. D'accord ? Parce que parfois, on a des clients qui nous appellent, on dit « je ne comprends pas, le produit, la VL, c'est 102, je ne suis pas remboursé. » Ben oui, parce que ton indice, il est à moins 2, donc tu n'as pas été remboursé. Ça, c'est le premier point. Du coup, j'ai mangé le début de ta question. Sur l'évolution globale, quand même, des valeurs liquidatives. Alors, ce qui est dur, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres qui influent sur cette valeur liquidative. Le premier, le plus facilement intelligible, c'est comment est-ce qu'a bougé ton indice ou ton action. Généralement, quand ton indice monte ou ton action monte, bah, ton produit va monter. Alors, pas de manière linéaire, mais tu as une sensibilité qu'on appelle nous le delta et qui est mouvante tous les jours. L'autre gros paramètre qui influe sur ton produit, c'est la volatilité. C'est-à-dire à quel point ton indice ou ton action sur lequel tu as structuré ton produit peut bouger fort. D'accord ? Donc généralement, quand la volatilité augmente, donc en période de tension, ça vient dégrader ta valeur liquidative et inversement. D'accord ? Encore une fois, c'est un paramètre observatoire temporaire. Et ce qui reste important à la fin, c'est où est-ce qu'est mon indice. C'est le contrat. Voilà, par rapport à ma protection et par rapport à mes potentiels coupons. Il faut vraiment garder la tête froide par rapport à ta VL et ce que fait ton niveau d'indice, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment, à mon avis, le point clé. Et surtout, dans 80-85% des cas, les structurés, c'est des produits de portage. Ah oui, bien sûr. C'est pas un produit qui est fait pour être arbitré en cours de vie. On en a parlé il y a 2 minutes où tu me disais, tiens, est-ce que tu as eu des cas de succès, etc. Et ça me permet de faire le lien avec cette question-là. Mais c'est vrai que parfois, et donc ça va être dans les 15-20% des cas, on peut avoir un moteur de performance, une action analyse qui a très 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 bien performé, où mon produit code déjà quasiment le potentiel de remboursement, et donc là, il peut y avoir un intérêt à sortir le produit par anticipation. Voilà, en disant, bah tiens, j'ai déjà acquis mon gain, j'ai fait ma perf,
je sors le produit et puis je vais réinvestir sur autre chose. Voilà. Donc ça peut être on va dire une opportunité de sortie, mais généralement, c'est quand même des produits qu'il faut porter. Il ne faut pas avoir le nez dessus tous les jours, c'est pas un produit de trading. C'est pas un produit d'arbitrage. Exactement. C'est ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans l'ensemble des brochures et des réglementations, des documents réglementaires, il y a la durée de placement recommandée qui correspond à la durée maximum du produit. Ouais, bien sûr. La maturité, donc c'est 8, 10. Alors les maturités, elles sont souvent effrayantes pour le coup, je pense pour les clients. Parfois, c'est un frein dans 10-12 ans. Oui, ça peut être un frein. Après, c'est des statistiques. Voilà. C'est un peu ce qu'on se disait en préparant. C'est aujourd'hui, un produit avec une durée maximum de 10 ans, il y en a quoi? Il y en a 98-95% qui vont déboucler avant. Ouais, là, on a une énorme stat dès la première année. Et oui. Alors, évidemment, tous les chiffres que je te donne depuis 2016. C'est un global, on le sait. Ouais, et puis c'est à nuancer parce que le marché était globalement porteur, donc tous nos produits ont plutôt bien fonctionné et sont remboursés assez rapidement. Mais c'est vrai que c'est très très rare d'aller à la maturité. Et pour te donner une stat précise, j'ai fait une présentation il y a une semaine auprès d'un assureur. On avait 87% des produits qui avaient un rendement supérieur à 8% en 2023. Ok. 93% de remboursement dès la première année et seulement 1% de VL négative, donc de perte en capital sur l'année. Ah oui, de VL négative, c'est même pas... Ouais. De perte en capital. Ah d'accord, ok. De produits qui n'ont pas fonctionné. Mais pour te donner une idée, les volumes traités sur les structurés aujourd'hui sur votre marché, c'est en plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc, c'est comme des chiffres assez flatteurs, même si le marché nous aide, parce que le marché est assez porteur. Ok. Après, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un contrat. Il y a un point d'entrée, il y a des points de sortie, il y en a de multiples, et c'est ça qui est très intéressant parce que c'est de la lisibilité en fait dans la stratégie. C'est une poche à définir dans son allocation d'actifs patrimonial et son allocation d'actifs des placements financiers globalement pour se dire ok. Par contre, c'est pas de l'argent disponible. Voilà, ça nous clairement, il faut l'identifier avec nos clients. C'est pas là-dessus qu'on pourra récupérer. C'est pour ça que c'est important de faire un peu de fonds d'euros, un peu de support action, obligations, etc. C'est un peu comme du private equity, j'en sais rien. Exactement. Oui, non mais c'est ça. Donc là, clairement, on est sur un horizon et il faut se le tenir. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On s'en rend bien compte, nous, quand on fait des rendez-vous de suivi avec nos clients qui ont des produits structurés en portefeuille. Moi, je me rappelle, on avait bien sûr, ça fait très longtemps qu'on a des produits structurés en portefeuille. Moi, ça fait 15 ans, ça fait 14 ans que je fais du produit structuré. En plein Covid, on avait des produits structurés avec des VL, mais d'un autre monde. Vraiment, à moins 40, moins 50, moins 60, etc., qui au final sont sortis l'année d'après, parce que le marché est reparti pleine balle. Et que les clients qui étaient là, puis vraiment sur une visibilité, je dirais une valorisation d'un portefeuille assurantiel, etc., quand on a 15, 20, 30% de produits structurés, qu'on a à moins 60 en VL, c'est pas forcément simple à expliquer. Ouais, bien sûr. Et c'est là où, effectivement, notre job à nous, c'est de la pédagogie sur l'explication de comment ça fonctionne et sur le potentiel par rapport au cahier des charges du produit. Voilà, et de bien rappeler ça à nos clients. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on fait. Et des exemples, on a eu peut-être 90% de nos produits qu'on avait en Covid qui, un an après, voire même dès fin 2020, ont été rappelés parce que le marché s'est repositionné. Et les clients, en fait, ils sont repartis. Ils ont en plus gagné sur une année qui a été extrêmement compliquée sur les marchés. Donc. Et ça, pourquoi? Parce que ton produit, encore une fois, il est contractuel. Donc, en fait, ton effet de levier que tu peux avoir à la baisse, tu l'as également à la hausse. Ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres actifs plus classiques. Tu vois, quand tu as je sais pas moi, un fonds qui a fait moins 50, pour revenir à zéro, il faut faire 100% de perf. Exactement. D'accord, il faut générer de la perf. Et puis il faut y aller. Alors, je prends un exemple très dark, c'est pas pour taper sur mes petits copains, mais pas du tout. C'est plus pour dire, voilà, nous, la chance qu'on a dans notre malheur. C'est que t'as rien à faire. Voilà, c'est que l'effet de levier, il est inhérent au produit, et encore une fois, c'est un contrat. Donc dès que tu vas te rapprocher de ton niveau de remboursement de ton produit, il va se revaloriser. Il va intégrer le coupon. Dans la VL en plus. Exactement. Et donc ça va valoriser et venir soutenir ta valeur liquidative. Et puis surtout, généralement, aujourd'hui, tu n'as quasiment plus aucun produit qui sont vendus avec des protections à faire à 40%. Tu vois, c'est moins 40%. C'est sûr. Moi, je dirais que un marché qui dégringole d'autant, c'est quand même. Ouais, alors, beaucoup. Faut jamais dire jamais, mais c'est sûr que voilà, tu as moins 40, moins 50, c'est vraiment le cœur du business. Et maintenant, on fait des produits sur titre. On va fréquemment jusqu'à moins 70, moins 80% de protection. Tu vois, donc. Oui, tu vas pas aborder le scénario extrême de marché, mais tu en as abordé 95. Quoi. Ouais, c'est sûr.
Ouais, non, c'est clair. Et justement, tu me fais rebondir un petit peu sur... voilà, tu me parles de produits sur titre. C'est vrai qu'on voit... Alors, on a parlé de produits indiciels. On parlera tout à l'heure un peu de produits de taux. On voit aussi des produits sur actions avec dividendes fixes, pour le coup. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces produits-là? Comment ils sont structurés? Comment voilà... Pourquoi on les positionnerait entre guillemets dans une allocation d'actifs patrimoniale? Ouais, ça c'est assez nouveau, ça a découlé en fait de toute l'offre indicielle synthétique. Okay. Ce que je trouve pas mal, c'est que quand tu fais un indice, l'inconvénient c'est que tu te dis je vais prendre 50 points et puis je vais réinvestir les dividendes réels que paye mon indice. Et finalement, tu as toujours un peu un écart entre ce que tu prélèves et ce que tu réinvestis. Quand tu fais sur une action, tu arrives à fixer le montant de dividendes que tu vas prélever, donc le montant forfaitaire, sur le niveau réel de dividendes que paye l'action. Voire, tu peux être conservateur. Je te donne un exemple. On a fait, par exemple, des produits sur BNP. Oui. Tu vois, où on disait, bah, tiens, tous les ans, je prends BNP, je retire 3,85 € de div. Là, paye plus de... Voilà, aujourd'hui, les dividendes de div, c'est plutôt de 4, 4,5. Et les espérances de dividendes futures de BNP sont plutôt quasiment à 5 €. Donc, là, ce que j'ai créé, sauf coupe de dividendes de la part de la direction, devrait même surperformer le titre. Donc ça, c'est un premier point qui peut être intéressant. Okay. Et ces produits-là, en fait, ils sont énormément demandés par une clientèle qui veut une frange d'alloc dynamique. Tu vois, ces produits-là, on va les chercher entre du 8 jusqu'à 20% de rendement sur certains produits. Et en contrepartie de ça, on va mettre plus ou moins de protection. C'est-à-dire que le mec qui veut aller chercher du rendement, par exemple, à deux chiffres, 10%, c'est-à-dire qu'il y a une moyenne sur ces produits-là, on va quand même être capable, sur certaines actions, de lui mettre une protection à moins 70% et une très forte dégressivité. Je te donne un exemple qu'on a fait il y a 2 mois sur Crédit Agricole, avec un dividende forfaitaire à 1,05, donc le dividende que paye Crédit Agricole. On avait un produit qui disait, je te prends 3 points d'entrée en période de commercialisation, tu prends le plus bas des points d'entrée en référence, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Un produit qui était rappelable tous les mois avec un rendement cible de 10% par an. Ce qui est propre. Ce qui n'est pas trop mal, et un remboursement dégressif au cours du temps de 0,75% par mois, ce qui faisait baisser le remboursement soit de 9% par an, protégé à moins 70% au terme. Donc sur 10 ans, si tant est que ce soit 10 ans, et en plus, là, depuis qu'on a lancé le produit il finit, enfin la période de commercialisation finit fin mars, on est à plus de 23% sur l'action. Donc là, on a eu beaucoup de chance. Ok, oui. Mais les banquiers en ce moment, elles ont le vent en poupe. Voilà, c'est pour donner un exemple. Alors ça ne se fait pas toujours comme ça, hein, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que si ça monte très fort comme ça, le client il part avec une super avance. Et en fait, même si ça avait baissé, vu la solidité de la formule, 9% par an de dégressivité, rappel au mois, moins 70, quoi qu'il arrive, t'as pas fait un mauvais deal, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. Donc ça, on en vend pas mal pour une frange dynamique. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est quasiment 40% de nos allocs, tu vois, enfin de nos volumes, 40% là-dessus, 35-40%, 30% sur les indices et puis le restant sur du capital garanti. Ah bah, on y vient. Qui fait la passerelle, ça fait la passerelle effectivement avec l'autre classe d'actifs. C'est vrai que depuis grosse remontée de taux d'intérêt quand même, on voit arriver pas mal de produits de taux. Produits à capital garanti en fonction de l'évolution d'indices des taux d'intérêt, il y en a plein. Alors comment ça fonctionne et qu'est-ce qui les différencie un petit peu des produits plutôt actions et des produits plutôt, ou indiciels et traditionnels et sur leur mode de fonctionnement? Ouais, c'est pareil, je disais tout à l'heure, on a changé de paradigme sur les produits et là c'est un peu le cas aussi. Moi quand j'ai commencé en 2010, les produits capital garanti ça n'existait plus. En fait les taux étaient tellement bas qu'on était incapable de proposer des structures intéressantes à nos clients. Là, le monde a un peu changé depuis 2 ans et demi et il y a un retour en grâce des produits capital garanti. Et généralement, ces produits capital garanti, c'est des produits qui sont plutôt liés au marché des taux. D'accord ? Donc là, on a fait les produits sur actions, sur indices. Donc là, on a plutôt des produits qu'on appelle des produits de taux. Je peux te donner un exemple d'un produit. Donc généralement, ces produits-là, actuellement, ce qui se vend beaucoup à votre marché, c'est des produits dont le moteur de performance, le sous-jacent, c'est un taux qu'on appelle le CMS 10 ans. Donc qui veut dire Constant Maturity Swap 10 ans. Okay. Donc c'est un peu un gros mot. Ouais. Mais si on l'explique simplement, en fait, c'est ni plus ni moins que le taux interbancaire européen à 10 ans. D'accord. Tu vois, quand une boîte, elle se finance, quand elle finance une entreprise, quelle qu'elle soit, généralement, elle va dire à cette entreprise, je te paye à Euribor, donc à un taux flottant de marché, plus un montant X, plus un spread, plus une marge. Voilà. Le problème, c'est que généralement, les banques qui émettent ces prêts-là auprès des entreprises, elles aiment bien sécuriser un taux fixe.
tu vois, de crédit. Donc en fait, Ok. ce qu'elles vont dire, c'est qu'elles vont se retourner vers une banque voisine et elles vont dire à la banque, bah tiens, combien tu me donnes à 10 ans de taux fixe si je t'échange, moi, pendant 10 ans, Euribor, donc ce fameux taux de marché, plus un spread X. D'accord. Et ce taux-là, bah, c'est le taux interbancaire 10 ans. C'est à combien, en fait, Ok. les banques s'échangent à 10 ans. Donc généralement, ces produits sont indexés là-dessus. C'est ça le moteur de perf. Et on a des produits qui vont te dire, donc le taux CMS 10 ans pour nos auditeurs aujourd'hui, À date là. le Le 20 20 mars. 20 mars, ça vaut 2,65 à peu près. D'accord. Ça bouge pas mal parce que notre ami Donald fait un peu de phrase outre-Atlantique. Ça valait 2,10 en décembre, on est monté à 2,85 quasiment il y a 10 jours. Ok. Là, on est plutôt à 2,65. Et donc, pour vous donner un exemple de produit qu'on a bâti hier, dans on est dans le une concret. offre live. Clair. Donc, on a un produit qui dure 12 ans maximum, qui est garanti Ok. au capital à terme. Donc, il n'y a Quoi pas de qu'il risque arrive. en capital, sauf si évidemment la T'as un banque défaut de émettrice fait l'émetteur. un défaut. Mais bon, Ouais. c'est des banques de premier plan européen, voire anglo-saxonnes. Et donc, le produit dit la chose suivante, dit chaque semestre, si le taux CMS 10 ans est entre 2,50 et 3%, D'accord. je sécurise un coupon de 4,5 Donc le par client, semestre, donc 9%. le client prend 4,5 par semestre, donc Ouais, 9 ils sont par an. sécurisés, ils sont pas versés, ils sont Ah sécurisés dans le d'accord, produit. ils sont mis. Ok. Donc Voilà, ça va influer sur la VL. Ouais, ça vient sauter ta VL si ça baisse. Ok. Donc ils sont sécurisés dans la VL, ils sont payés à maturité ou en cas de remboursement. Et dès la fin de la première année, si mon fameux taux CMS il passe en dessous des 2,50 à date anniversaire, le produit s'arrête. Tous les ans. Tous les ans, on Tous les constate. semestres. Tous les semestres, pardon. Ouais, tous les semestres, on constate si on est inférieur à 2,50. Je rembourse, Rappel. capital Ok. et tous les coupons qui ont été sécurisés. Donc finalement, là, on a un Ah produit ouais, qui est relativement intéressant puisqu'on se dit, en termes de risque, Aujourd'hui, j'en on est prends à pas beaucoup. 2,65. Ouais. C'est ce que tu disais. Tu as un rappel à 2,50. Ouais, et jusqu'à 3, je sécurise un coupon de 4,5. Entre 2,50 et 3. Voilà. Ah, c'est propre. Après, si tu as des clients plus frileux, des clients. Et en plus, tu prends quand même 9% par an. Voilà, exactement. Donc là, en fait, ton rendement risque-prix, gain potentiel, il me semble plutôt Ouais, très bon. c'est correct. Et pour te donner un autre exemple de produit plus défensif qu'on a monté pour nos partenaires, on a fait exactement la même chose, sauf que la borne haute de 3%, elle était à 3,40. D'accord. Et cette fois-ci, c'était du 3% par semestre, mais versé. Donc là, chaque Ah oui, semestre, tu ok. En encaissais. plus, tu le prenais le coupon ta donc en prime. distribution de revenus. Voilà, voilà. Donc, en fait, Ok. encore une fois, c'est vraiment une pâte à modeler qu'on peut moduler Mhm. à la guise du client, mais ça donne une idée un peu de ce qui est possible de faire aujourd'hui sur les structurés capital garanti. Ok. D'accord. Ouais, mais ça, c'est l'environnement de taux qui est extraordinaire pour ça. Ouais, exactement. Beaucoup. Et surtout qui est très très fluctuant actuellement. Encore une fois, la politique de Trump influe beaucoup là-dessus, Mhm. un peu avec toutes ces sorties de piste sur les barrières douanières, la risque d'inflation avec le réarmement des pays, etc. Ça influe Ouais. pas mal sur les taux. C'est pour ça qu'il y a eu un gros rallye. Donc, Ok. un rallye, c'est quand les. Donc en fait, toi, t'aimes bien quand les politiques disent plein de trucs, quand les marchés bougent. C'est là où tu t'amuses Ouais, le plus, non? ouais. C'est sûr que ça nous aide à structurer des solutions. Maintenant, c'est bien qu'on soit à peu près rationnel quand même, tu vois. Ouais. Là, il est un peu folklore, notre copain là. Mais en gros, ces produits-là, ces produits de taux, ça représente à peu près 30%. En fait, tu fais à peu Aujourd'hui, près ouais. un tiers. Ouais, aujourd'hui, Single c'est stock, indiciel et sur produit de 2025. taux. C'était Sur moins. 2025. Après, nous, on est, quand je dis nous, c'est Finaval/Summit, on n'était pas très très présent sur les capitales garanties jusqu'à l'an passé. D'accord. Pas par manque de compétences, mais parce que notre clientèle historique était plutôt appétente des structurés Ouais, autocall. En fait, ok. tu vois, ce que je disais tout à l'heure à Mais des en vrai, c'est partenaires. c'est un peu nous aussi. Sur les produits de taux, parce que c'est pas les produits que tu traites toi. Et en fait, Exactement, quand on a on a largement traité ces l'impression. produits-là, on a touché une nouvelle clientèle. Ouais. Tu vois, une clientèle qui avait peur de structurer parce que ça paraissait compliqué. C'est qui les investisseurs derrière? C'est des particuliers, des On a un peu de instituts, des institutionnels, pardon, des entreprises pour la gestion de On trésor. a un petit peu de tout. Non, alors, chez Summit, nous, on parle essentiellement à des CGP. Donc, D'accord. comme Bonjour Patrimoine, qui peuvent avoir au sein de leur clientèle des clients privés, voire des chefs d'entreprise instituts, des holdings patrimoniales, etc. Des associations des aussi, CARPA, des enfin, mutuelles, des bien assos. sûr. Et Finaval, ils sont aussi, donc mes petits camarades là, ils accompagnent une société qui, elle, s'adresse uniquement à des instituts. D'accord. De toute taille. On a des instituts jusqu'à des instituts cotés au CAC 40, donc je tairai le nom, mais et en fait voilà, ces investisseurs-là peuvent faire des produits
capital garanti comme on a évoqué. Si tu veux. Maintenant, ça s'est vraiment répandu. Démocratisé. Ouais, quand les taux étaient plus faibles, les produits capital garanti, c'était plutôt pour les instits. Parce que eux, réglementairement, une Carpa, ils peuvent pas perdre d'argent. Mutuelle, une asso, généralement, voilà, ils n'en perdent pas d'argent. Maintenant, en complément, tu vois, des fonds euro boostés, parfois, ça peut être pour des clients âgés. Ou... C'est vrai que... alors, moi, pour parler de nous, chez Bonjour Patrimoine, l'une des difficultés qu'on a sur ces produits-là, c'est que autant sur un indice action, nos clients, en fait, ils vont comprendre comment ça évolue. Parce qu'il y a quand même l'évolution de la valeur liquidative en cours de vie qui est extrêmement importante, y compris sur les produits de taux. Oui. Effectivement, un indice, voilà, on allume la radio, on entend le CAC 40, l'Eurostoxx, le Nasdaq, peu importe, etc. Ça évolue, c'est rouge, c'est vert, peu importe, mais on sait comment ça évolue. Sur un produit single stock aussi. Parce qu'on peut suivre le titre, même si la notion de diff fixe est un peu plus subtile. Par contre, sur les produits de taux, aujourd'hui, tu allumes la radio, tu allumes la télé. Alors oui, on commence un peu à évoquer ça parce que voilà, les banques centrales, etc. Mais en fait, monsieur et madame tout le monde ne savent pas aujourd'hui où sont les taux d'intérêt, si ce n'est pour leur crédit immobilier, en vrai. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une difficulté que nous, on a en tant que conseillers, c'est l'explication et la pédagogie à avoir sur ces produits-là, pour pouvoir faire en sorte que nos clients comprennent, parce que ce qui est extrêmement important et ce qui assure, entre guillemets, notre tranquillité en matière de suivi, notamment des produits structurés, c'est qu'on explique dès le début comment ça peut évoluer, y compris la VL. Sûr. Et ça, sur les produits de taux, pour moi, c'est quelque chose qui reste un peu Après, c'est un peu culturel aussi, tu vois, je pense... comme les autocalls classiques sur action ou indice, c'est ce qui a été massivement vendu et qu'effectivement, on va dire le client particulier classique, ce qu'il connaît, c'est les actions, la bourse. Ouais, clairement. Il y a un peu un biais là-dessus. Maintenant, l'information sur le niveau de taux, elle est accessible à tout le monde. On peut te fournir un lien que tu peux envoyer à tes clients sur lequel il peut suivre quotidiennement, voire même ça doit être actualisé toutes les 10 minutes, donc le niveau des taux, c'est quand même accessible. Et je pense voilà, que c'est plus un truc culturel. C'est un peu comme, si je prends un parallèle qui va sûrement te faire sourire, mais c'est comme dire, j'en sais rien moi, je connais l'état du foot et du PSG et de l'OM, mais le meeting de judo à Paris, j'en ai pas entendu parler. En fait, c'est un peu pareil, tu vois. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, moins l'autre? Arnaud est un grand fan du PSG. Non, même pas, mais pas plus que ça. Oui, mais je comprends. Tu vois, en fait, si tu veux trouver l'info, tu vas l'avoir. C'est juste que culturellement, le sport numéro 1 en France, c'est le foot, donc tu as info sur le foot. Ouais, c'est clair. Bon, les actions, c'est pareil, c'est le truc qui est connu, donc tout le monde a l'info sur les actions et moi sur les taux. Mais dans le fonctionnement, juste finir là-dessus, c'est pas plus compliqué qu'un produit sur action. Oui. Tu vois, il y a 2 bornes, c'est capital garanti, je suis en dessous, je suis entre les deux ou je suis au-dessus, et c'est assez simple. Non, mais c'est sûr. C'est à nous de nous ouvrir nos chakras là-dessus pour que nos clients en profitent. Mais après, là, par rapport au produit que tu m'as dit, 4,50 semestriel, 9 par an, oui. Ça c'est cool. Ouais. Quand on avait des produits à capital garanti avec une structuration, etc., qui font du 6 annuel, sachant que c'est brut. Derrière, souvent, c'est des produits qu'on met dans l'enveloppe assurantielle, donc tu retraites les frais de gestion, la compagnie, etc. Tu arrives à du 5 net, en gros. Entre du 5 net, où tu as quand même une évolution de VL et des taux, des fonds euro boostés, etc., où tu peux aller chercher sur les meilleures compagnies, peut-être du 4,50 net, vraiment, tu recherches bien, mais ça existe. Au final, ton delta, il n'est pas ouf. Là, quand tu me présentes un produit comme ça, je te dis oui, clairement, le delta, il est ouf et il vaut le coup pour nos clients de se dire, ok, j'accepte un risque de volatilité, une durée pour aller chercher ce rendement-là. Mais il y a quand même un entre-deux. Un produit comme ça à 6 points de rendement, brut de l'enveloppe, il est pas, pour moi, c'est pas dingue. À partir de 7, et on a largement eu l'occasion d'échanger là-dessus, 7, 7,5, 8, oui, on va commencer à regarder concrètement. Après, je pense juste pour l'offre des fonds euro boostés, comme tu en parlais, aujourd'hui, trouver du 100%, c'est quand même compliqué. Ça existe. Ça existe encore, ouais. Ça existe. Ouais, après, sur le panel de tous les assureurs qu'on peut avoir, ça existe. Généralement, ils demandent quoi maintenant? 20, 30, 40%? T'as un peu d'UC, t'en as qui demandent des UC, 20, 30, 40, mais t'en as qui acceptent, qui ont des sacrés bouts. Enfin, après, c'est leur actif général et en fonction de leurs besoins, de leur actif. On va pas rentrer dans le détail du fonctionnement du fonds. Dans ces cas-là, ça peut être pas mal d'avoir une offre sécuritaire où tu as une vraie proba de rappeler, de toucher. Et puis je pense que ce qui est important aussi, c'est de comparer ta cible de rendement à ce que peut payer par exemple, tu vois, un DAT. Oui, bien sûr. Là, je te rejoins, quand les DAT étaient à 4%, on va chercher du 5 avec de la VL qui bouge, ça fait pas trop galère. rêver. Ouais.
Aujourd'hui, ça paye 260, DAT, 280 ouais, DAT, donc si tu sors un 5 net, c'est pas si mal, tu vois. Donc, bon, c'est un peu Bien à sûr. comparer. Après, je suis d'accord avec toi que le 9% potentiel pour un risque en capital nul, C'est propre. Voilà, le couple rendement risque, il reste, Ouais, à mon avis, ça, attractif. c'était très sympa. Bon, on va en reparler. En gros, les questions là, les risques, si tu devais synthétiser les risques d'un produit structuré ou des produits structurés globalement, ça serait quoi pour toi? Bah, premièrement, évidemment, le risque de l'émetteur de ton produit. Hein. Donc, Ok. tous les produits structurés, ils sont émis par une banque, Mhm. non, évidemment que des banques de premier plan. Donc, si cette banque, elle fait défaut, c'est-à-dire qu'elle fait faillite, ton produit vaut zéro. On avait eu un peu de stress sur Crédit Suisse. Ouais, mais alors, ça avait bougé un peu les VL des produits qui étaient émis ça par bouge Crédit les Suisse. produits d'Evel, Il évidemment. n'y avait pas eu de sujet, mais Mais ce que j'aime à rappeler, en fait, et je pense que si l'histoire était à réécrire, un Lehman Brothers, ça n'arriverait plus. Tu vois, Ah si oui, on oui, pouvait oui. réécrire l'histoire en Je 2008, suis je pense que si totalement les convaincu. Américains pouvaient revenir en 2008, ils auraient sauvé Lehman. En fait, ça a eu tellement d'incidences Hmm. de laisser tomber la banque a posteriori. Finalement, la Banque centrale aurait fait un petit chèque. Exactement, que ça, ils leur feront pas. Et en fait, les banques tier 1, c'est-à-dire des banques systémiques, tu vois, où tu as de l'épargne des particuliers qui sont clés Le marché pour se structure l'économie et on mondiale, évite en fait le séisme. il y aura toujours un sauvetage de la banque. En fait, comme aujourd'hui les bilans interbancaires sont assez consanguins, hein, toutes les banques s'échangent des papiers, etc. entre elles, les banques centrales européennes, américaines et consorts, elles ne peuvent plus se permettre de laisser tomber une banque. Et en plus, sinon, tu crées une défiance de confiance pour les clients qui est terrible. Ça serait Donc un deuxième Lehman, ça serait. Voilà, ça j'y crois pas trop, mais bon, le risque est en tout cas marqué sur la brochure et effectivement, tu as ce risque-là. Le risque émetteur, c'est le first. Après, tu as évidemment le risque de ton sous-jacent. Hein. Si le moteur que tu as choisi, ton action, ton indice, ton taux, ne prend pas la bonne direction, tu peux perdre 100% de ton capital. Alors, encore une fois, je prends le scénario le plus noir qui n'est jamais arrivé. Tout se casse la gueule, capital, mais tu as un risque à la baisse. Maintenant, je trouve quand même que ton profil, ton couple rendement-risque sur le structuré, il est quand même gagnant dans un paquet de scénarios. C'est-à-dire que si ça monte, alors tu as gagné peut-être certes moins que ce qu'a fait l'indice, mais tu as quand même gagné. Mais c'est déjà pas mal pour un rendement patrimonial et d'une allocation d'actifs classique en fait. Si ça fait 0, tu as gagné. Si ça baisse jusqu'à X, dans bien souvent des cas, tu peux gagner. Et si ça baisse jusqu'à Y, qui est encore plus bas, tu perds rien. Bon, c'est quand même pas mal. Alors oui, effectivement, c'est une bonne punchline. Tu couvres pas tous les risques extrêmes, mais tu réponds à beaucoup de scénarios de marché quand même de manière favorable. Voilà. Donc c'est ça principalement tes deux gros risques. Et après, en cours de vie, quand ton produit est en cours de vie, c'est plus des risques sur ta VL. C'est sûr. Donc on a dit l'action, l'indice, la volatilité des marchés qui vont faire bouger, mais encore une fois, il faut garder la tête froide et bien garder la différence. En fait, il faut extraire. En fait, ce qui est très difficile, parce que même nous, en suivi client, quand on a un contrat avec déstructuré et d'autres supports, y compris du fonds en euros, en fait, c'est toute la valeur du contrat, toute la valeur du contrat qui se casse la gueule. Et en fait, un de nos jobs extrêmement important, c'est d'extraire en fait la valorisation, la poche structurée du contrat pour expliquer à nos clients que ça, il faut bien le mettre à côté, identifier le potentiel de performance restant embarqué en fait dans le produit versus la performance de tout ce qui a été construit à côté. Et ça, c'est vrai que il faut que ce soit expliqué. Si c'est pas expliqué, c'est très compliqué parce que en fait tout peut être bien, mais la VL de ton structuré se casse un peu la gueule, ce qui fait que ton contrat il décroche un peu. Et en fait, voilà, si c'est pas expliqué, on comprend pas pourquoi. Bien sûr. Ça, mais d'ailleurs, souvent, je recommande de faire ce que tu fais, de séparer la poche structurée de la poche classique. Ouais, clairement. Ça, c'est vrai que pour ça, il faut être bien accompagné. Et nous, en tout cas, clairement, on est là. Ok, donc. Les deux risques principaux, c'est risque émetteur, risque sous-jacent, et après les risques de VL classiques, les risques de taux. Mais ça, c'est plus sur la VL au quotidien, c'est pas trop sur le. En termes d'avantages, maintenant, parce qu'on a parlé des risques, mais après les avantages. On a un peu répondu à la question, en fait, c'est que tu couvres un hyper large spectre de scénarios de marché, tu vas gagner de l'argent. Tu as beaucoup de chances de gagner de l'argent, peu de chances d'en perdre. Je trouve quand même que ce truc contractuel, c'est quand même un avantage. Tu vois, souvent on te dit les investissements c'est pas forcément lisible, j'achète un actif X ou Y, je sais pas forcément ce qu'il y a dedans. Bon là au moins c'est clair, tu es sur l'action X ou l'indice X, les règles du jeu c'est ça, et où est-ce que je suis par rapport à mes règles du jeu. C'est un produit que tu peux loger dans un tas d'enveloppes, mine de rien. Tu peux mettre en assurance vie, tu peux mettre en compte titre, ça peut servir pour des trésors d'entreprise. Tu peux répondre, en fait comme c'est une pâte à modeler, tu peux l'adapter à quasiment autant de profils d'investisseurs que tu veux.
On fait un truc très défensif pour un client très patrimonial. D'ailleurs, c'est une question qu'on a souvent, puis je pense qu'il peut intéresser nos auditeurs. Combien il faut pour construire un produit structuré? Alors, c'est quoi le minimum? Ça dépend de l'enveloppe dans laquelle tu veux le faire. Si c'est du compte titre, nous on a structuré des produits dès 300 000 euros qui peuvent être après répartis. Enfin, 300 000 euros, c'est pour le cabinet. C'est par exemple pour Bonjour. Après, Bonjour Patrimoine peut faire des tickets de 10 000 euros. C'est votre problème. Sûr. Mais on peut créer des produits pour des clients aussi dédiés. Bien sûr. Particuliers. Bien sûr. Donc, ça, c'est 300 000 euros en compte titre. Et après, en assurance vie, la contrainte, elle n'est pas chez nous, elle est chez l'assureur. La moyenne, elle tourne autour d'1 million d'euros. Mais encore une fois, ça peut être 1 million pour le cabinet, que tu peux ségréguer autour de 2, 3, 4, 10, 15, 20 partenaires. Ça, c'est votre tambouille interne. Quand même des solutions très intéressantes, globalement. Peu de risques, pas mal d'avantages, mais il faut quand même faire attention à la structuration globale. J'ai une petite liste. Pourquoi parce qu'on a quand même évoqué pas mal de sujets. Allez, des grandes idées reçues sur les produits structurés qu'on peut avoir de nos clients ou qu'on a pu essayer de construire pour animer ce podcast. C'est le marché me semble haut. C'est pas le moment de faire du produit structuré. Comment tu réponds à ça? Déjà, alors c'est un peu une réponse de Normand, mais ça va dépendre. T'as pas de boule de cristal. Alors, oui, ça, évidemment. Déjà, c'est la base. Ça dépend de l'actif sur lequel tu veux investir. Tu vois, en fait, nous, quand on crée des produits pour nos partenaires, on a nos convictions internes, nos partenaires ont leurs convictions, et on s'appuie sur de la recherche. Ça, c'est un peu le premier point, le b.a.-ba, de se dire, mon actif, même s'il est soi-disant haut, parce que haut, ça veut. Et moi, je me rappelle, j'ai des clients, tu vois. Le CAC 40, il y a 6000 points, non, je ne peux pas faire de stru. Aujourd'hui, on a 8000, mais sinon ça va. Exactement, donc c'est quoi haut? Déjà, c'est le premier point. C'est plus dire, est-ce qu'il y a encore du potentiel de croissance? Bon, ça, c'est le premier point. Et surtout, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'on est capable de créer des produits qui vont te payer du rendement, même si le marché est baissier. Donc, en fait, quand le marché est haut, j'ai presque envie de te dire, conseille à tes clients d'avoir des produits de revenus qui vont dire, tiens, jusqu'à moins 30, moins 40, moins 50, je prends du rendement. C'est là où c'est fantastique. Ok. Tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Et la même question, le marché est bas, c'est pas le moment de faire du stru, ça va encore casser la gueule. Sur le marché bas, on n'est pas trop rentré dans le détail, mais quand il y a beaucoup de volatilité, nous on arrive à créer des produits très attractifs. Et c'est ce que je dis, c'est quand le marché bouge que tu t'amuses le plus. Donc quand Donald s'excite, on arrive à faire des beaux produits. Si vous jugez le marché bas, parce qu'encore une fois, un marché bas, c'est extrêmement subjectif. C'est subjectif, ça dépend de chaque personne, mais si vous pensez que le marché est bas et que c'est un bon point d'entrée, dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, visez une structure dynamique. Tu vois, chercher un rendement à 2 chiffres. En cas de marché haussier. Exactement, ou avoir un truc qui va payer une perte d'un indice à terme, ou avec un effet de levier. Donc en fait, on arrive toujours à créer une structure, je trouve et je pense, qui peut répondre à un scénario de marché à un instant T. C'est ça encore une fois un peu la magie du truc, tu vois, c'est que j'en sais rien moi, les banques ont fait moins 30, bah tiens on peut faire un bon produit sur les banques, inversement l'énergie est haut mais j'ai quand même une conviction que je vais faire un produit qui distribue sur l'énergie, enfin tu vois on peut toujours adapter le produit. Pas mal de questions. Je souhaite investir dans un produit structuré qui a une maturité de 10 ans. Si le produit n'est jamais rappelé, suis-je bloqué pendant 10 ans? Alors non, les produits structurés, ils ont une liquidité quotidienne. VL. Voilà. Donc et une possibilité de sortie. Tous les jours. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si mon truc il fait moins 40, le client il peut arbitrer. Exactement. Donc si c'est moins 40, il va perdre 40%, mais effectivement, il a la possibilité de rembourser et de sortir son produit quand il le souhaite. Okay. Je l'ai dit il y a une comment demi-heure. D'ailleurs, parce que c'est vrai que pour le coup, c'est une question qu'on a eue de clients. Un achat-vente, il faut un marché. Ouais. Comment on c'est vend la banque qui rachète son propre produit. Exactement, c'est la banque qui a sur ta liquidité. Peu importe la banque, ça arrive toujours. En fait, c'est un prérequis. Au moment de l'émission, même de l'assurance vie, tu vois, aujourd'hui, quand on crée un produit, on signe avec la banque, avec l'assureur, une lettre de liquidité. D'accord. Et en fait, la banque, elle s'engage à assurer la liquidité du produit, tu vois. Donc c'est la banque qui va racheter le produit. Et après, elle en fait ce qu'elle veut, soit elle le porte, soit elle démembre chaque composante, un peu comme un Lego, et puis elle va encaisser le montant de chaque Lego. Donc oui, on peut sortir quand tu veux. On n'est pas stacké sur. Quand tu veux, maintenant, je l'ai dit il y a une demi-heure. C'est pas des produits de trading, c'est pas des produits qui sont faits a priori pour être vendus avant le terme, sauf 15% d'écart. Cahier des charges, sauf compréhension globale, sauf etc. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre question. Là, ce qu'on a évoqué maintenant depuis 1 heure ensemble, c'est plutôt le marché primaire. Quid du marché secondaire, justement? Comment ça se passe pour y rentrer? Est-ce qu'il y a des produits qu'on peut acheter en cours de vie
etc. Mais on sait que ça existe, parce qu'on en a déjà fait. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui existe encore? Dans quelles conditions? Comment est-ce qu'on peut en profiter? Est-ce que nos clients peuvent en profiter? Oui, alors évidemment, ça existe encore. Donc, pour qu'un produit soit intéressant au marché secondaire, il faut que tu aies une décote. Tu vois, ton client, il a acheté un produit à 100, si tu parles en bas 100. Généralement, les produits ont un peu d'effet de levier. Admettons que ton indice ou ton action, elle est fait moins 10, ton produit vaut moins 20. Ok. Bah là, il y a peut-être un bon truc à faire. Tu rentres à 20% moins cher pour seulement 10 de baisse. Si ça remonte de 10, tu vas remonter à quasiment au capital. Et là, tu t'encaisses un coupon de ouf. Voilà, tu auras de l'effet de levier. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il faut que le marché le permette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré toutes les frasques outre-Atlantique, le marché il est quand même assez porteur. Donc tu vois, d'identifier une vraie opportunité. Il n'y a pas trop de secondaires en ce moment? Pas beaucoup, non. Enfin, nous, on a fait, en tout cas chez nous, on fait beaucoup de banques et d'énergie, ce que je disais tout à l'heure. Et tu regardes Total, Eni, Engie, Crédit Agricole, BNP, tout a fortement monté depuis 2-3 mois. Donc aujourd'hui, c'est dur d'en faire. Et surtout, si tu veux le faire dans la contrainte de l'enveloppe assurantielle, il faut le réouvrir auprès de l'assureur. Et ça, c'est un petit chemin de croix. Il n'y a pas beaucoup d'assureurs qui permettent de faire des Non, il n'y a peu d'assureurs qui permettent. Parce que l'assureur veut s'assurer que la VEL est bien décotée, qu'il y a un vrai intérêt, etc., etc. Donc c'est un peu long. Ok. Mais ça peut être possible. Mais c'est possible. En fonction en des quantité, c'est facile. Parce que c'est réactif, on peut aller vite. Ok. Une autre question qu'on entend, mais alors, pour le coup pas trop de nos clients, mais qu'on attend globalement, c'est les frais. Les structures, on entend souvent dire que c'est très chargé en frais. Ouais. C'est quoi ton avis là-dessus par rapport à la structuration justement des frais d'un produit structuré? Ouais, c'est sûr que là tu mets le bas sur un deuxième écueil et souvent le structuré c'est vu comme le produit très chargé, etc. Aujourd'hui, on va dire qu'un produit standard, tu vois, je rentre pas forcément dans le détail, mais la somme des frais entre la banque qui va structurer, le courtier, éventuellement un broker comme moi au milieu, ça va être entre 6 et 8%, je pense. Tu vois, mais ces frais, ils sont payés. Sur le produit? Ouais, sur le produit. Ok. Pris dès le départ. Alors, c'est pas comme une SCPI où tu souscris, le lendemain, ça vaut moins 8. Ces frais, ils sont lissés dans le temps pour pas que l'investisseur il subisse un saut de 8%. Maintenant, sur un investissement qui peut durer 10 ou 12 ans, tu vois, si tu l'annualises, ça fait 60 à 80 BP par an. Là où finalement, tu vois, c'est un tout petit peu plus cher qu'un tracker. Et un OPCVM standard, c'est entre 1 et 2% par an. Encore une fois, c'est une question de prisme. C'est sûr que si ton produit il est rappelé très vite, tant mieux pour tout le monde. Et c'est sûr que. Mais au final. Mais tout le monde a gagné. Bah oui, puis le client aussi. Voilà, exactement. Donc. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la presse écrite ou les clients qui ont connu les structures à 15 ans ont peut-être un regard un peu biaisé, parce que là où ils ont raison, c'est qu'il y a 15-20 ans, comme c'était très nouveau, il y avait des marges assez conséquentes, notamment de la part des banques, qui gagnaient très bien leur vie sur ces produits-là. Il y a deux choses. Première chose, c'est qu'aujourd'hui, le structuré, c'est tellement répandu qu'il y a une forte compète entre les banques. La concurrence elle est hyper accrue, donc les marges elles se sont de facto rétrécies. Quand vous avez de la compétition, ça se rétrécit. Ça, c'est le premier point. Et ce qu'il faut quand même garder en tête, et ça a du mal à entrer dans la tête des clients, c'est que la marge de la banque, elle est scindée entre deux parties. Une partie qui est une marge commerciale et une partie qu'on appelle plus une provision trading. C'est-à-dire que le trading, il a une marge, mais qui lui sert à couvrir ses risques. Parce qu'en fait, le produit en cours de vie, le trader, il est censé ajuster ses risques tous les jours. Et parfois, comme c'est arrivé après le Covid, les banques et les équipes de trading peuvent encaisser de fortes pertes sur les structurés. Malgré une marge de 1 ou 2% au départ de leur côté, ils ont supporté des pertes de plusieurs dizaines de millions d'euros suite à la coupe des dividendes, par exemple. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la marge côté trading qui est affichée à la base, c'est une provision qui peut être... dont le trader a pour but de conserver, mais qui peut finir à zéro, voire négatif. Ok. Donc, ce qu'on peut entendre, au final, c'est pas la réalité. Des produits structurés ne sont pas surchargés en frais. Non, après, tout le monde gagne sa vie. On va pas faire pleurer dans les chaumières, mais oui, comparé à d'autres actifs d'investissement qui sont proposés à des particuliers, à des clients, je pense qu'on n'a pas à rougir là-dessus. Ouais. Okay. Tout à fait. Ouais.
Merci Arnaud pour cette transparence. De rien. Très, très cool. On a quand même dressé pas mal de petits points. On arrive plutôt à la fin de l'ensemble des questions que j'avais envie de te poser. Allez, une dernière. Si tu devais donner un conseil à nos auditeurs qui aujourd'hui se posent la question pour intégrer des produits structurés dans leur allocation d'actifs, ça serait quoi ? Après, il peut y en avoir 2 ou 3. Ouais, alors, peut-être un écueil à éviter, c'est de... déjà, s'adresser à un bon professionnel. Donc, vous pouvez appeler Bonjour Patrimoine. C'est la petite pub gratuite. Mais blague à part, non, c'est de... Souvent, l'erreur qui est faite, et c'est même pas que des clients, parfois c'est même de mes clients, donc des CGP, c'est uniquement comparer le rendement du produit. Tu vois, ils vont dire, il y en a qui payent du 8, l'autre qui paye du 12. Sans regarder... je vais aller sur le produit qui paye du 12. Voilà, sans regarder la protection. Est-ce que j'ai les fameux rappels dégressifs? Est-ce que j'ai quel est mon indice? Est-ce qu'il est bien bâti? Est-ce qu'il est robuste? Est-ce qu'il est solide? Est-ce que la thématique fait sens? Tu vois? Donc ça, c'est un des premiers écueils que, à mon avis, le client doit faire attention. Tu vois, c'est de ne pas juste comparer des taux. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc ce serait plutôt ça, mon principal conseil d'investissement. Être accompagné. Être accompagné, voilà. Tout seul, c'est quand même compliqué. Et mon second, qui est important, je pense, c'est quand le client il veut déployer une poche d'investissement sur le structuré, de la déployer en plusieurs fois. Tu vois, en fait, de se dire, tiens, n'importe quoi, j'ai 100 000 euros à investir, je vais investir 4 fois 25 000 sur 4 produits différents, qui ont 4 points de départ différents, qui ont 4 actifs différents. Sous-jacents différents. Voilà. En fait, j'ai multiplié mes points d'entrée. Donc le marché qui peut être cyclique, beaucoup, bien sûr. J'ai un peu mitigé mon risque de timing. Et en plus, j'ai 4 sous-jacents différents, donc je joue 4 thématiques différentes et on retombe dans la fameuse adage qu'il faut diversifier son portefeuille. Ça reste aussi un actif de diversification. Exactement. Et qu'il faut diversifier en tant que tel. Exactement. Voilà. Ok, très cool. Après, effectivement, sur l'ensemble de la classe d'actifs, c'est pas forcément facile toujours de trouver du contenu qui explique clairement. On en trouve de plus en plus, mais c'est assez technique. Ouais, bien sûr. C'est assez technique. Il y a quelques livres spécialisés, mais qui sont plutôt sur une approche mathématique, pas simple à comprendre. Après, il y a peut-être quelques bons manuels. Créé par des bons CGP. Vous faites ça, non? Peut-être nous on fait ça. Ouais. Même on enregistre des podcasts. Voilà, non, mais blague à part, je sais qu'il y a des. Ouais. Vous faites des manuels, non? On fait des guides. Voilà, on fait des guides. Sur notre site gestiondepatrimoine.com, on fait des guides qui sont téléchargements. On fait des webinaires à destination de B2C à l'occasion pour des clients finaux, voire des prospects qui ne nous connaissent pas encore. Et effectivement, on enregistre des podcasts. Donc c'est très cool. Après, ça fait partie de notre job. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est beaucoup de pédagogie. C'est extrêmement important la pédagogie. Moi, ce que je préfère le plus dans notre métier, c'est que nos clients ils comprennent entre guillemets le pourquoi on va les orienter. Parce que au final, dans une structuration patrimoniale, par rapport à notre métier global de CGP, savoir si on va y mettre du produit structuré, ça arrive vraiment en toute fin. Ouais, on va d'abord discuter des objectifs, des enveloppes d'investissement, compte titre, assurance, contrat de capi, PER, pour le coup, de la stratégie, est-ce qu'on va investir en cash, en épargne, voilà. Et au final, l'allocation stratégique tactique, c'est que le haut de la pyramide. Donc, voilà. C'est pour ça que notre métier, c'est beaucoup de pédagogie quand on y arrive. Donc, voilà. Et effectivement, on fait du contenu là-dessus. Donc, bravo à vous. Merci Arnaud. Philippe pour ce temps. Très cool. Est-ce que tu veux nous faire partager une dernière anecdote, expérience pas plus que ça. Pas plus que ça. Bon. Souscrivez sur Bonjour Patrimoine, faites des structurés et puis et n'hésitez pas à poser des questions, on sera là pour vous répondre. Exactement, très cool. Merci pour le temps passé ensemble. Merci à toi. Merci d'être venu jusqu'à Toulouse. Ouais, merci. Pour le coup. Et puis bonne continuation et au plaisir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode et à très bientôt.